Bonjour Laurent. Bonjour Elvira. Laurent, vous avez mentionné que vous avez une expérience de 17 ans en tant que sapeur-pompier. Pouvez-vous partager avec nous comment vous êtes devenu pompier et ce qui vous a motivé à poursuivre cette voie pendant aussi longtemps? Alors en fait c'est une anecdote toute simple. Un mardi soir de juillet, quand j'avais 17 ans, vous savez c'est un peu la période où on se demande un peu qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Bon moi je savais pas trop, hein, je voulais faire plein de choses, bref. Et donc j'ai vu une intervention de pompier à côté de chez moi. Et je me suis dit que c'était pas mal en fait comme métier. On était à l'extérieur, il y avait de l'action, il y avait du sport. On aidait un petit peu les autres quand même. Donc voilà, je me suis engagé là-dedans. Et puis ça a été le point de départ d'un long parcours. J'ai été au centre de secours le plus proche. J'ai demandé si je pouvais faire pompier volontaire. Eh bien, on m'a dit que non, j'avais pas 18 ans. Bon, c'est pas grave, hein, je suis quelqu'un d'un petit peu acharné, donc Hmm. j'ai été voir la protection civile. J'ai commencé par être bénévole à la protection civile pendant 2 ans, et je suis retourné voir les pompiers. Et donc à 19 ans, je suis devenu pompier volontaire pendant 3 ans en Bretagne. Et ensuite, j'ai voulu vivre un petit peu ma vie de pompier de manière un peu plus intense. Donc j'ai été sur Paris pendant 5 ans. Où j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'interventions. Je suis intervenu notamment dans le 4e arrondissement, le 11e arrondissement également. J'ai fini caporal-chef là-bas. Et ensuite, j'ai voulu prendre un petit peu plus de responsabilité, diriger des hommes et des femmes sur le terrain. Et donc, j'ai passé le concours d'officier et pendant 9 ans, j'ai été officier au SDIS de la Somme et j'ai terminé ma carrière donc l'année dernière en 2023. Merci beaucoup pour votre réponse. La question suivante. Parlons de votre parcours unique en tant qu'ingénieur pédagogique et sapeur-pompier. Comment ces deux domaines se sont-ils croisés dans votre carrière? Alors en fait, j'ai toujours une passion pour la formation, le fait de transmettre un petit peu mes connaissances, mon expérience, et surtout d'accompagner les apprenants, de faciliter leurs apprentissages. Et puis, je m'efforce de mettre du plaisir à travers les formations que nous dispensons aujourd'hui avec l'atelier des apprenants. Et ces deux parcours me paraissaient un petit peu évidents puisque l'expérience que j'ai pu avoir en tant que sapeur-pompier, eh bien aujourd'hui je souhaite la transmettre et apporter justement la plus-value que moi j'ai pu acquérir pendant ces 17 dernières années, eh bien aux différents apprenants, aux industries, aux entreprises qu'on accompagne dans toute la France. Merci. Avec plus de 700 personnes formées depuis 2021 par l'Atelier des apprenants, pouvez-vous partager une histoire ou un moment marquant où vous avez vu l'impact direct de votre formation sur la vie professionnelle de quelqu'un? Alors en fait, l'impact le plus évident que j'ai pu constater, c'est notamment dans les équipes de direction, dans les industries. On Hmm. voit que des grands groupes industriels mettent des millions dans la sécurité, sont accompagnés par des bureaux d'études hein, qui font un travail formidable. Et pourtant, lorsqu'on leur pose la question toute simple, le samedi à 2 heures du matin, s'il y a un incendie, comment est-ce qu'on accède sur votre site? Eh bien, on est face à une absence de réponse. Ouais. Voilà, donc en fait, ce côté un petit peu terrain, ce côté pragmatique, les directeurs ne l'ont pas prévu, et c'est normal, puisque ils pensent beaucoup réglementation, ils respectent la loi, effectivement, mais ce côté opérationnel, cette stratégie opérationnelle à mettre en place dans les industries, ben, parfois, elle n'est pas là. Donc voilà, on accompagne les industries avec notre expertise, et c'est vraiment une lacune que j'ai pu identifier dans de grands groupes industriels. Avec des partenaires tels que SNCF, Calera et Pat Economis, comment collaborez-vous avec ces organisations pour renforcer leurs capacités en matière de sécurisme, de prévention de risques ou de formation professionnelle? Alors, chez l'atelier des apprenants, on a une grande plus-value, c'est-à-dire qu'on propose 5 domaines de formation et ces domaines de formation sont complémentaires. Ça veut dire que lorsqu'on accompagne un client dans le domaine de l'incendie, eh bien, un incendie, c'est très bien. Savoir le gérer, c'est très bien, mais par contre, derrière, il peut y avoir des victimes. Donc, c'est pour ça qu'on peut proposer également un accompagnement dans le domaine du secourisme. Donc on va notamment proposer des formations de SST, des formations premiers secours, au défibrillateur. Et ça, on va dire que c'est en situation de crise. On a également un accompagnement sur le plus long terme, notamment avec la santé au travail, avec des formations d'acteurs PRAP et des formations gestes et postures qui viennent d'arriver très récemment. Et notre quatrième et dernier domaine d'intervention pour ce type d'entreprise, c'est la gestion de crise. Voilà, cette gestion de crise, comment se préparer, comment faire face à une crise, comment gérer son stress, et comment toujours avoir ce côté opérationnel et pragmatique, et sortir un petit peu, je dirais, des usines à gaz Mm. administratives que certains groupes peuvent construire.
Vous faites référence à la mise en œuvre de pédagogie active, de ludopédagogie et de pédagogie. Pouvez-vous expliquer comment ces méthodes spécifiques améliorent l'efficacité de la formation chez les apprenants? Alors, Madame Pavlenko, je vais pas vous mentir, pendant des années, je me suis ennuyé en formation. Quand j'arrivais le matin et qu'on m'annonçait qu'il y avait 160 slides à regarder sur le PowerPoint, Mm. j'avais un gros moment de désespoir. C'est pour ça aujourd'hui que, voilà, pour moi, l'essentiel, l'objectif commun à toutes les formations que l'on propose, c'est le plaisir. Le plaisir et la satisfaction des personnes. S'il n'y a pas de plaisir, je ne vois pas pourquoi on irait en formation. Alors nous, on parle beaucoup de pédagogie active. Pourquoi? Parce qu'on apporte très peu de réponses. On va vous apporter beaucoup de questions. Et la recherche des solutions fait partie des apprentissages. Et en fait, cette méthodologie permet un ancrage beaucoup plus profond et beaucoup plus pertinent dans nos formations. On parle également de ludopédagogie, puisque le jeu pour adultes, le jeu sérieux, permet de créer une émulation, une dynamique dans les groupes et clairement une implication à 200% dans nos formations. On a parfois quelques dérives par rapport à l'implication excessive des participants qu'on doit canaliser. Donc beaucoup d'enthousiasme dans nos formations. Et cette notion de pédagogie, pour moi, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que lorsque moi je vous dis quelque chose en tant que sachant, eh bien vous allez m'écouter, mais peut-être pas forcément m'entendre. Alors que si c'est un de vos collègues qui va vous enseigner quelque chose, qui va vous dire à sa manière comment est-ce qu'il Mm. perçoit les choses, eh bien à partir de là, il y aura une rentabilité andragogique beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de créer des ateliers, d'où le nom de l'atelier des apprenants. Et à travers les échanges entre pairs, eh bien l'apprentissage se fait de manière beaucoup plus efficace. Il y a une ambiance beaucoup plus pertinente dans nos formations et au final le formateur devient un facilitateur, un coach et j'aime bien ce terme-là, un maïeuticien qui permettra de faire accoucher au final les apprentissages de nos apprenants. D'accord. Vous mentionnez également être formateur distanciel. Comment avez-vous adapté vos méthodes pédagogiques pour répondre aux besoins de l'apprentissage à distance? Alors effectivement, la formation en distanciel aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique très régulièrement. C'est un autre métier. Être formateur en distanciel, ça demande une pratique beaucoup plus rigoureuse. La gestion du temps est très très importante. Et pour canaliser l'attention et continuer à dynamiser l'ensemble du groupe, eh bien je trouve que c'est plus difficile, plus contraignant. Et aujourd'hui, c'est une compétence qui est très recherchée et sur ces formations en distanciel, eh bien au début j'avais des doutes, des inquiétudes comme beaucoup. Et au final, une fois que je me suis lancé dedans, on se rend compte qu'on peut adapter ce mode distanciel à Mm. toutes les formations. C'est pour ça que récemment, j'ai formé 1200 personnes en région Bourgogne-Franche-Comté sur l'évacuation, qui est pourtant une formation très pragmatique, très terrain, et pourtant nous avons réussi à avoir une pertinence dans la sensibilisation à l'évacuation. Et vous proposez des formations pour les industriels, les entreprises, les collectivités et les particuliers. Comment adaptez-vous vos programmes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe? Alors on a quand même un tronc commun hein, qui reste le plaisir et surtout le questionnement en formation. Alors en fonction du public, effectivement, nous aurons des approches différentes. Disons que dans des industries, dans des entreprises, on peut être confronté à des personnes qui ont des convictions, des préjugés. Et donc à partir de là, on va dans un premier temps avoir une période de déconstruction. On va venir désacraliser certaines choses. Je pense notamment, par exemple, aux exercices d'évacuation. On voit beaucoup d'entreprises qui chronomètrent l'évacuation de leurs employés. Et alors, bah, moi, je leur demande que vous le fassiez en 4 minutes ou en 30 minutes. Quelle est la différence? Ben, au final, la seule différence, c'est qu'il va falloir répondre à une seule question. Est-ce que tout le monde a évacué? Alors, ils seront capables de me dire en 4 minutes 30, on a évacué le bâtiment, mais ils seront incapables de me dire si tout le monde a évacué. Donc voilà, donc on a des Mm. approches vraiment différentes, on fait vraiment du sur-mesure, et en fonction du public qu'on a en face de nous, eh bien, on adopte également une posture adéquate. Alors parlons de votre passion. Votre passion pour le sport et l'amour de l'océan transparaissent dans vos activités personnelles. En quoi ces passions influencent-elles votre approche professionnelle, pardon, notamment dans le domaine de la formation et de la gestion de crise? Alors effectivement, je pratique du sport depuis de nombreuses années, dû à ma carrière de sapeur-pompier et puis surtout au niveau exigé en tant que militaire pompier de Paris.
Donc j'ai gardé cette rigueur et je pense qu'aujourd'hui être chef d'entreprise et notamment être formateur, ça demande une énergie très importante. C'est très énergivore et il faut être en capacité d'être en forme, d'être de bonne humeur pour pouvoir transmettre cette attitude positive. Et donc tout ça, ça se retrouve à travers une rigueur. Une rigueur que ce soit dans l'alimentation, dans la pratique sportive, et qui permet de tenir au quotidien ce métier de chef d'entreprise qui est très exigeant et que je fais le parallèle clairement avec un sportif de haut niveau. Il faut se lever tôt, il faut se coucher tôt. La consommation d'alcool, eh bien, il faut fortement la réduire si vous souhaitez être efficace. Et donc, cette recherche de la performance, qu'elle soit dans le domaine sportif ou dans le domaine professionnel, est essentielle, puisque, eh bien, on doit se démarquer un petit peu des partenaires qui font de la formation et toujours être dans l'innovation et la recherche d'une qualité de formation que nous proposons. Quels sont les projets futurs de l'Atelier des apprenants et comment envisagez-vous continuer à développer, à innover dans le domaine de la formation? Alors des projets, je crois que j'en ai à peu près un toutes les heures, donc c'est compliqué. Mais allez, un des gros projets en tout cas cette année, c'est que je vais professionnaliser mon équipe de formateurs. On va essayer de se réunir plus régulièrement et je vais leur apporter justement mon expertise en qualité d'ingénieur andragogique. Donc on va plus s'orienter vers la ludopédagogie encore davantage. Et on va mettre en place, je pense notamment à mon collègue Olivier Rognon, on va mettre en place le système Hero, c'est une innovation qui va être enseignée dans chacune de nos formations et qui va clairement nous démarquer voilà, à travers cette innovation matérielle. Eh bien, on va enseigner quelque chose que les autres partenaires ne font pas. On va aller chercher justement les nouveautés en ce sens et voilà, beaucoup de projets, notamment dans le terme de la communication, mais ça vous le verrez certainement sur les réseaux. Et voilà, beaucoup de choses en tout cas pour cette année 2024 qui commence très fort puisque nous avons eu Calliope et je pense également qu'on devra élargir notre équipe et pourquoi pas l'embauche d'une personne en cours d'année. Mes félicitations pour Calliope. Enfin, quel conseil donneriez-vous à ceux qui cherchent à renforcer leurs compétences en matière de secourisme ou de gestion de crise, qu'ils soient professionnels, entrepreneurs ou particuliers? Le conseil est très simple. Faire une formation, c'est bien. Mais si vous faites une formation et qu'après vous ne maintenez pas vos compétences, il n'y a aucun intérêt. Si vous ne vous entraînez pas, ça ne sert à rien. Lorsqu'on me sollicite pour une formation secourisme, une formation gestion de crise, moi je leur dis, si vous ne le faites pas tous les ans, il n'y a pas d'intérêt. La problématique, c'est que je prends par exemple la gestion de crise, une entreprise ou une industrie va peut-être y être confrontée une fois dans son histoire. Et en fait, le fait que ce soit très ponctuel et très rare ce genre de phénomène, eh bien il faut s'y entraîner régulièrement. Donc tous les ans, il est nécessaire d'être accompagné pour se former à cette gestion de crise et avoir vraiment quelqu'un d'extérieur. Parce qu'on sait comment ça se passe hein, quand on est en interne dans l'entreprise. Bon, eh bien, disons qu'on peut avoir des regards parfois avec une bienveillance excessive, alors que justement, avoir quelqu'un d'extérieur, un expert extérieur, viendra mettre le doigt sur certaines difficultés ou viendra vous remettre en question sur certains process qui sont mis en place. Donc voilà. Donc si je pouvais donner un conseil en tout cas, ce serait l'entraînement, le maintien et absolument maintenez vos compétences quoi qu'il arrive. Une compétence n'est jamais acquise. Merci beaucoup, Laurent. Merci Madame Pavlenko. À bientôt. À bientôt.